Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous parler du rôle de ingénieur de données. Qu'est-ce que ça fait exactement? Et pour ce faire, durant la vidéo, je vais vous parler aussi un peu de scientifique de données et aussi en même temps de analyse de données. C'est juste pour montrer comment ces trois rôles en fait ils gèrent en fait la data au sein d'une entreprise. Et aussi à la fin de la vidéo, je pense que ça va vous permettre déjà de savoir qu'est-ce que vous voulez exactement être, peut-être même si juste être ingénieur de données que vous voulez en fait devenir, qu'est-ce que vous voulez faire dans le domaine en fait de la data. Avant de commencer la vidéo, je vous en prie, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit et puis ça va vous permettre aussi de ne pas rater mes vidéos sur le monde en fait de la data. Donc la première chose que je vais commencer, c'est vraiment essayer d'expliquer les choses. Je vais essayer vraiment de le faire très simple avec mes mots, vraiment simple, de telle manière que vous comprenez. Et puis, je vais aller vraiment à un rythme aussi très posé. La première chose à savoir, c'est que dans une entreprise, en fait, quand on parle de data, les entreprises, ils ont énormément de sources de données. Certains ont des données, on va commencer au bas niveau, que ce soit un fichier CSV, que ce soit des feuilles, en fait, des Excel, ou bien que ça soit des données qui proviennent des gros systèmes de gestion des ressources des entreprises, par exemple, je sais pas moi, SAP, si vous le connaissez, ou bien Dynamics 365, en français c'est D365 en fait, en anglais c'est D365, donc ça peut être ça, ou bien d'autres systèmes, ça peut être aussi des API externes en fait, parce que ça arrive par exemple que dans une entreprise, ils utilisent tel système externe pour gérer les ressources humaines, tel autre système pour la paie et tout. Et puis pour récupérer toutes ces données-là, ils utilisent donc les API pour pouvoir prendre les données des différents systèmes externes. Toutes ces données-là, ça fait qu'il y a beaucoup de données qui sont générées dans une entreprise, mais de sources très différentes. C'est en ce moment-là que l'ingénieur de données, en fait, il entre en jeu. Parce que son rôle à lui, parce que moi, par exemple, je suis analyste de données, normalement, c'est pas mon rôle d'aller directement gérer puis bien structurer ces données-là pour utiliser. Ce n'est pas ça du tout mon rôle. Le rôle, en fait, de l'ingénieur de données, c'est de chercher un moyen d'extraire toutes ces informations-là de différentes sources, de les transformer et puis de les rendre, en fait, disponibles pour que moi, je puisse les utiliser. La façon simple, le système simple, c'est vraiment d'écrire des scripts ETL, donc ETL, Extract, Transform and Load. C'est d'écrire des scripts ETL qui vont permettre en fait d'aller extraire les données dans ces différentes sources de données là, les transformer dans traiter les données s'il y a, je sais pas moi, les trucs qui ne sont pas corrects, les valeurs manquantes. Il va se rassurer de traiter toutes ces informations-là. Et puis, il va charger par la suite l'ensemble de ces informations-là dans un système de gestion des bases de données, donc une base de données, un peu comme MySQL. Et moi, je vais me charger de juste loguer dans ce base de données-là. Et puis, à la suite, donc, je vais faire mes rapports, mes visuels avec Power BI et tout le monde sera heureux. Donc, quand il va faire ça, normalement, au départ, tout va bien fonctionner. Donc, moi, je vais me loguer à notre base de données, donc MySQL par exemple. Et puis, je vais faire mes rapports Power BI. Et puis, tout le monde, je vais publier le rapport. Chaque département pour accéder au rapport. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle information de n'importe quelle source de données, en fait, ça va synchroniser, ça va tout le temps passer. Et puis, mes rapports sont mis à jour. Tout marche très bien. Au départ, donc, tout marche bien. Première journée qu'on a déployé tout ça, je fais mes rapports, tout fonctionne bien. Le département de vente peut regarder les informations. Département d'achat peut regarder les informations, marketing, tout ça, tout le monde voit l'information, tout fonctionne bien. Mais le problème, c'est qu'après un mois, deux, en fait, il y a plus en plus de données. Et puis, au départ, pour afficher mes visuels dans Power BI, ça prenait comme, je sais pas, quasiment 1 seconde. Et puis, plus le temps passe, ça prend 2 secondes. Aujourd'hui, ça prend 1 minute. Et puis, par la suite, ça prend maintenant jusqu'à 1 minute, 3, 4, 5, 6. Ça devient de plus en plus lent. Et on se rend compte qu'il y a même certaines données, en fait, qui sont manquantes. Il y a des requêtes qui se perdent en cours de chemin. Et c'est ça, en fait. Ça fait que celui qui était ingénieur de données, qui était ce temps-là, son rôle devrait être beaucoup plus simple. Il devait faire l'amélioration continue de ses scripts et tout pour se rassurer que tout le système, ça fonctionne toujours bien. En fait, que j'ai toujours mes données pour loader en fait dans mon Power BI et que tout fonctionne bien. Mais quand ça commence à laguer, à planter, toutes ces choses-là, il doit encore travailler parce que cela vous a dit que MySQL en fait c'est pas une base de données qui va tout le temps être bien, surtout parce que c'est une base de données
transactionnelles. Et puis pour des requêtes qui sont assez complexes, des requêtes analytiques, des jointures, tout ce qui est complexe en fait, MySQL n'est pas bon dessus en fait. Ce type de base de données là n'est pas bon dessus. Donc ce qui fait que l'ingénieur de données, il doit encore entrer en scène. Parce que là, on n'a plus besoin juste de MySQL, on n'a même plus besoin de MySQL. Nos données, en fait, c'est devenu de plus en plus exigeant. Et moi, avec tous mes analyses que j'ai besoin, MySQL, ce n'est vraiment pas la solution que j'ai besoin. Et c'est en ce moment-là que l'ingénieur de données doit venir avec une autre solution, un peu comme un entrepôt de données, ce qu'on appelle un data warehouse. Donc, c'est en ce moment-là, lui, il doit changer le MySQL. Donc, au départ, on extrait les données des différentes sources. Donc, tous les sources de données, on les extrait. Et par la suite, il transforme ça et puis il load ça dans MySQL. Mais maintenant, on va changer. Il ne va plus charger cela dans MySQL. Mais il va plutôt charger cela dans un data warehouse, donc un entrepôt de données. Mais en gros, c'est quoi un entrepôt de données? Un gros mot, mais qui ne veut pas dire si grand chose en fait. Un entrepôt de données, c'est juste en fait un système qui permet de gérer et puis de structurer les données en différentes tables. Dans une base de données comme MySQL, pour faire des requêtes complexes, c'est vraiment les requêtes analytiques, tout ce qui est compliqué, parce que MySQL, c'est vraiment tout ce qui est transactionnel. Il est très bon dedans, mais quand ça devient compliqué, il n'est pas bon. Et quand les données, en fait, deviennent de plus en plus volumineuses, MySQL n'est vraiment pas bon, ce n'est vraiment pas son truc. Mais un data warehouse, il va très bien gérer ça. Donc, lui, il va maintenant prendre les données de toutes ces sources-là, il va les structurer dans un entrepôt de données. En gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer des tables, en fait, dans un entrepôt de données. Mais c'est pas si simple que ça, juste créer des tables, en fait, parce qu'il doit faire comme plein de réunions avec des différents départements, parce qu'il doit faire des tables sur les types de données. Ça doit être vraiment bien structuré dans le data warehouse pour que moi, quand je me log, en fait, que j'ai pas encore à me perdre en fait dans toutes ces données là. Donc il doit vraiment bien faire ça. Ça peut lui prendre vraiment énormément de temps parce qu'il doit le faire et puis il doit trouver le bon chemin entre ces différentes tables là. Donc c'est un processus qui peut lui prendre beaucoup de temps. Il va faire des réunions avec les différents départements pour savoir quelle information exactement c'est important pour inclure dans ces différentes tables. Parce que oui, les entreprises qui utilisent en fait des ERP ou bien les CRM, ce sont des entreprises parce que ces systèmes là pour une table, ça peut avoir au moins 100 colonnes en fait. Et puis, on va pas prendre, c'est pas tout le temps les 100 colonnes qu'on a besoin. Donc, lui, il va se charger de faire les réunions avec les différents départements pour choisir telle information s'il y a inclus, on n'a pas besoin de ça. Et puis, dans aucun rapport, on a besoin de ces informations-là. Et par la suite, donc, il va mettre sur pied mon entrepôt de données. Et puis moi, je vais loguer mon rapport. Tout va fonctionner bien. C'est merveilleux. Lui, tout ce qu'il aura encore à faire, c'est de faire l'amélioration continue. Quand je parle de l'amélioration continue, c'est de s'assurer que tout fonctionne bien. S'il y a les nouvelles informations, nouvelles sources de données qui viennent, qui se rassure que ça entre dans son script ETL, que tout fonctionne très très bien. Donc, il se rassure que le processus fonctionne bien. Et puis moi aussi, je fais ma rapport avec les données. Tout marche bien. Et là, effectivement, ça fonctionne. Et puis, le boss de l'entreprise, il est comme content. Et puis là, ils veulent encore plus parce que oui, tout le temps, quand tout marche bien, en fait, on veut toujours plus. Les entreprises sont tellement exigeantes, ils vont vous demander encore plus. On voit qu'avec les données, on peut faire des beaux rapports. Ça peut nous aider à prendre effectivement des décisions qui sont stratégiques pour l'entreprise. Mais on peut encore aller loin, en fait. On peut vraiment aller loin. Ils sont curieux. Par exemple, si c'est une entreprise de e-commerce, il va dire, je sais pas, moi, je prends juste un scénario comme ça. Ça serait quand même intéressant de pouvoir comme prévoir l'avenir, d'avoir comme une idée, en fait, des ventes, une prédiction, je sais pas, des ventes, pouvoir avoir une idée un peu plus poussée. Ça peut nous aider déjà de savoir combien est-ce qu'on va stocker pour tel entrepôt, dans quelle ville, en fait, dans quel, je sais pas moi, dans quel pays et tout ça. Ça peut les aider. Donc là, ils viennent nous voir, moi qui suis analyste de données, et puis l'ingénieur de données nous demande comme quoi. Est-ce que c'est possible de faire des prédictions déjà pour pouvoir mieux déjà faire l'inventaire de nos produits? Ça peut aussi permettre de savoir dans quelle partie du pays en fait faire du marketing et tout ça. Donc ils nous demandent mais est-ce que vous pouvez nous faire ces choses-là? Moi je dis non parce que c'est pas mon truc en fait. Je peux pas vraiment faire des prédictions plus précises, avancer tout ça. Même si je suis analyste de données, ce n'est pas du tout mon job. Ce n'est vraiment pas ça. Il faut faire cela avec des modèles en fait de machine learning, toutes ces choses-là. Moi qui suis analyste de données, ce n'est pas du tout mon travail. Je n'ai pas à savoir ça. Donc c'est comme ça. Je suis analyste et je sais pas. Et puis l'ingénieur de données aussi, il ne sait pas toutes ces choses-là. Et puis donc, le boss, il passe sur Internet, il cherche c'est quoi le bon métier qui peut faire ça dans une entreprise qui a déjà ça.
Et puis Google lui propose donc un data scientist. Un data scientist, c'est la personne qu'il vous faut, c'est la personne qui manque en fait à votre équipe de data, c'est la personne qui va venir apporter cette chose-là. Moi, je suis correcte, il n'y a pas de problème qu'un data scientist vienne dans l'entreprise. En gros, ça va pas me donner plus que ça en travail. Mais un ingénieur de données, il doit en fait avoir d'autres problèmes. Parce que oui, un data scientist sera un peu plus exigeant en termes de données. Quand le boss va revenir, il va dire je veux comme, je sais pas, la prédiction des ventes de cette fin d'année, peut-être en Europe. Là, un data scientist ne va pas dire oui, je vais te le donner ça. Un data scientist sera beaucoup plus du genre ok, je vais essayer de te le donner, mais tout cela dépend en fait de la qualité des données que j'aurai. Parce que oui, quand on parle de l'IA, tout ce qui est machine learning, plus si les données sont de mauvaise qualité, il n'y aura rien comme résultat. Comme on dit souvent, garbage in, garbage out. Donc, c'est vraiment ça en fait, c'est ce qu'il va dire. Et pour assurer cette qualité-là, que le data scientist puisse accéder à des données de qualité, en fait, c'est le rôle encore du data engineer. Donc, jusqu'à maintenant, il faisait des petits siestes parce qu'il n'avait pas vraiment énormément de trucs à faire. Mais quand un data scientist vient, il doit encore se mettre à travailler parce que le data scientist ne va pas juste avoir besoin de data warehouse, donc de l'entrepôt de données de tantôt que moi j'ai besoin et que tout fonctionne bien pour moi. Il aura besoin de plus que ça parce que le truc, c'est que dans l'entrepôt de données, les données sont déjà structurées. On ne récupère que ce qu'on a vraiment besoin. Parce que, comme je vous ai dit, parfois, une table, en fait, des systèmes qui récupèrent les données de l'entreprise, parfois, ça peut contenir comme 60 colonnes. Nous, on sait qu'il y a certaines colonnes qui ont des titres même qu'on ne comprend pas. On n'a pas besoin de ça. On n'aura pas besoin de ça dans nos rapports. Donc, on ne met pas ça dans notre data warehouse. On n'a pas besoin de ça dessus du tout. Mais lui, en data scientist, il aura besoin de toutes les données. Il n'a pas besoin. C'est pas à vous de décider si ça, on doit inclure ou pas dans. Il aura besoin de toutes les données. Et pour cela, pour contenir toutes ces informations-là, il y a énormément de données. Il y aura donc un nouveau terme, un nouveau mot qui va entrer en jeu, un data lake. Un data lake, c'est quoi? Ce qu'on appelle en français, c'est un lac de données. Donc, un lac de données. En gros, c'est quasiment le contraire en fait d'un data warehouse. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment des données, des tables structurées bien et tout ça. Un data lake, lui, ne gère pas les types de données, il ne gère pas la structure. C'est vraiment les données brutes en fait, ce qu'on appelle le raw data. Un data lake contient vraiment les données brutes. Et là, on ne va plus parler des ETL, donc extract, transform en load. On va parler donc des ELT, donc extract, load and transform. Et le côté EL, en fait, c'est vraiment le data engineer qui va s'occuper de ça. Donc, il va toujours s'occuper maintenant de se rassurer que les données, en fait, toutes les sources de données, il va se rassurer que tout ça, c'est extrait et que c'est chargé dans les data lake, donc les données brutes en fait. Il n'a pas à faire des grosses transformations ou quoi soit dessus. Et maintenant, c'est aux scientifiques de données de savoir quelle transformation de données il doit faire dessus en fait pour pouvoir parce que c'est lui qui connaît quel type de données il a besoin. En fait, c'est lui qui connaît quelles sont les informations qu'il aura besoin. Le data engineer n'a pas forcément connaissance de cela, mais oui, les deux vont faire plusieurs fois des réunions pour s'entendre. Écoute, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de telle chose, et puis le data scientist aura besoin de notre data engineer, ce qui fait qu'il sera perpétuellement ensemble, enfin en train de travailler et tout. Et puis le data scientist peut aussi avoir besoin de mes rapports, donc Power BI que je vais faire, mes tableaux de bord, mes visuels. Il aura aussi besoin de cela, ça peut l'aider dans sa mise au support de son modèle en fait de machine learning pour faire la prédiction des ventes. Donc en gros, c'est un peu comme ça que les trois en fait peuvent travailler comme en synergie pour pouvoir répondre à chaque besoin de l'entreprise en termes. Moi, je fais par exemple analyse de données, donc je suis data analyst, je fais le reporting, je donne des rapports, tout ce qui est rapport visuel en fait. Le data engineer se charge en fait de la disposition des données. Il se charge que le processus, qu'il n'y a pas de perte de données en cours de route pour que nous autres on puisse utiliser. Le data scientist se charge aussi de l'exploitation de données, mais sur un autre angle beaucoup plus. Le rôle primaire que je pense, en fait, je suis pas data scientist actuellement, mais la plupart du temps, et j'ai déjà eu un mandat de data scientist, c'est vraiment faire la prédiction. Le rôle primaire quand une entreprise dit on a besoin d'un data scientist, très souvent c'est parce qu'ils veulent prédire un truc, ils veulent avoir une avance sur quelque chose, ils veulent savoir plus, ils veulent savoir les moyens en fait pour détourner un problème précis. Donc avec les données, c'est vraiment des rôles, c'est pour ça qu'on parle de scientifique. C'est un scientifique en fait, c'est beaucoup plus rechercher un moyen pour contourner ou bien
pour prédire des choses comme ça. Donc c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu et qu'en même temps ça vous a donné une petite idée. J'espère que j'ai pas été très longue aussi dans mes explications. Une petite idée de comment est-ce que les trois rôles peuvent travailler ensemble. Et en même temps, ça vous aide aussi à savoir pour ceux-là qui veulent devenir les ingénieurs de données, de savoir c'est quoi la différence entre ces trois métiers-là. Et puis ça donne aussi une idée un peu vague en fait de comment ces trois rôles-là, comment ces trois personnes peuvent travailler au sein d'une entreprise. Donc on se voit dans une prochaine vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis on se dit donc à tantôt. Merci beaucoup.